Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux à cette conférence sur le train de nuit. Donc, je pense qu'on a tous très hâte d'en parler, qu'on attend aussi son retour. En ce qui me concerne, moi, je suis assez contente aussi d'animer cette conférence parce que la première fois que j'ai pris le train dans ma vie, c'était de nuit. Donc c'est un souvenir, voilà, j'étais enfant et je me rappelle qu'on allait à Morzine dans les Alpes. On avait, dans le train couchette, on avait enlevé les matelas, on les avait mis au milieu et on était fait un trampoline. Alors ça sentait très très fort la chaussette, mais voilà, j'en garde un très bon souvenir. Mais surtout, en fait, moi je me rappelle qu'au matin, quand le soleil s'est levé sur les Alpes, c'était un spectacle assez magnifique. Et je pense qu'en fait, le train de nuit, c'est comme le teaser d'une nouvelle série Netflix. C'est-à-dire que ça crée du suspense, parce que la nuit, on devine un peu le paysage avant de le découvrir sous son plus beau jour au réveil. Et du coup, ça m'a rendu triste, en fait, quand les trains couchettes ont plus ou moins disparu du paysage. Alors en France, même si quelques liaisons nocturnes ont été laissées en service, le train de nuit est devenu une sorte de mythe qu'on ne voyait plus rouler qu'au cinéma. Sans lui, pas de crime de l'Orient Express et pas de scène finale hyper suggestive dans une couchette à peine éclairée entre Gary Grant et Eva Marie dans La mort aux trousses. Mais la bonne nouvelle, pour les plus romantiques d'entre vous, c'est qu'en France, les trains de nuit sortent enfin de leur sommeil. Le gouvernement vise une dizaine de lignes nationales à l'horizon 2030. De quoi enchanter les voyageurs qui veulent prendre leur temps et réduire aussi leur impact environnemental. Quelles sont les lignes prévues? À quoi ressembleront les nouveaux trains couchettes? Quels sont les avantages de voyager de nuit? On fait le point avec nos 4 intervenants que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, Amandine Thomas-Comin. Donc, vous êtes la directrice générale d'Intercité, le service longue distance sur ligne classique de SNCF Voyageurs. Vous avez joué, donc Intercité a joué un rôle important ces dernières années, puisque suite à une volonté politique qui a été largement poussée par des collectifs citoyens qui se sont offusqués de l'absence des trains de nuit en France, vous avez remis des lignes de nuit en service. Donc d'abord le Paris-Nice et le Paris-Briançon, et plus récemment le Paris-Vienne. À vos côtés, alors, Adrien Aumont, donc le cofondateur de Midnight Trains. Donc vous êtes un entrepreneur tout-terrain et après avoir cofondé la célèbre plateforme de crowdfunding KissKissBankBank, vous êtes lancé dans une nouvelle voie, donc avec Midnight Trains, une compagnie ferroviaire qui propose une autre idée du train de nuit avec plus de confort et de services à bord. Un peu façon teaser, votre newsletter donne déjà un avant-goût de vos futurs trains de nuit, ou plutôt de vos hôtels sur rail qui rouleront entre Paris et des grandes villes européennes, a priori dès 2024. Ensuite, à vos côtés, Thibaut Constant, donc auteur et créateur de contenu sur YouTube. Vous êtes un ancien cheminot et youtubeur féru de train et vous avez lancé votre chaîne Simply Railway. Voilà. Vous dites être un peu né dans un train de nuit, puisqu'à peine âgé de 2 semaines, votre père, un ancien cheminot également, vous a embarqué dans un Paris-Perpignan. Véritable aventurier, vous avez parcouru l'Europe à bord de différents trains de nuit. En les comparant d'un pays à l'autre, vous partagez cette aventure ainsi que vos itinéraires dans un livre-guide Train de nuit, 30 trajets inoubliables, qu'on peut d'ailleurs retrouver à la librairie où vous allez pouvoir dédicacer votre ouvrage. Et enfin, Peter Bayens, aussi un passionné de train, et vous nous venez de Belgique aujourd'hui. Vous êtes membre fondateur de Back on Track, en tout cas Belgium, la branche belge. Donc Back on Track est une association européenne qui milite pour plus de trains de nuit, encore mieux et modernes partout en Europe. Votre engagement s'illustre à travers différentes actions. Donc un congrès international l'année dernière, un concours d'affiches lancé avec Watt. Les 15 posters que vous avez dans le hall sont d'ailleurs ceux des 15 lauréats. Et enfin, pas plus tard qu'hier, vous avez lancé une action internationale pour un nouveau train de nuit entre Bruxelles et Malmö, en Suède. Voilà. Alors, je voudrais commencer avec vous, Peter.
Donc, vous militez pour le retour du train de nuit en Europe. Moi, je voudrais savoir ce qui vous motive exactement. Je pense que c'est le moyen le plus durable en fait pour voyager, et surtout parce que j'aimerais voyager mais en toute tranquillité. Mais maintenant, ce sont des couchettes ou des voitures qui se sont construites quelque part dans les années 70 ou 80. Donc, ils ne sont pas vraiment adaptés aux besoins actuels. Et c'est ce que nous voulons, que la politique voit clairement en fait que les demandes ont changé et qu'ils doivent supporter les nouveaux opérateurs. Merci. Amandine Thomas-Comin, en tant que directrice générale d'Intercités, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en pratique où est-ce qu'on en est de l'offre des trains de nuit en France et à quoi ressemble le service exactement? Donc les trains de nuit aujourd'hui en France, on a le Paris-Nice qui a été relancé l'année dernière au printemps, le Paris-Briançon qui n'a jamais cessé d'exister mais qu'on a fait revenir après de longues périodes de travaux. On a doublé l'offre de nuit sur le sud-ouest, et ce qui fait qu'aujourd'hui sur le sud-ouest, vous avez un train qu'on appelle, je ne sais pas si on m'entend bien, pardon. Ok, on a donc doublé l'offre de nuit sur le sud-ouest, et donc on a deux trains. Un train qu'on appelle l'Occitan qui va jusqu'à Toulouse et qui permet aussi de rejoindre Rodez et Albi l'été, et puis un train qu'on appelle le Pyrénéen pour se réveiller, alors soit sur la côte Vermeille côté Cerbère, se réveiller dans les Pyrénées à la Tour de Carol. On peut aussi aller jusqu'à Lourdes et à Hendaye l'été. Ça, c'est l'offre de nuit domestique. Et puis, qu'on opère dans le cadre d'un contrat de service public avec l'État. Et puis, de son initiative, SNCF Voyageurs, avec les chemins de fer autrichiens, on a lancé un Paris-Vienne l'année dernière. Et la bonne nouvelle pour toutes ces offres de nuit, c'est que ça fonctionne très très bien. Il y a une belle dynamique pour le train en France en ce moment. Il y a une encore plus belle dynamique pour le train de nuit. On a doublé notre nombre de voyageurs cet été sur les trains de nuit par rapport à l'été dernier. On a fait voyager 200 000 personnes et on a l'objectif d'atteindre près de 700 000 voyageurs sur nos trains de nuit d'ici la fin de l'année. Tout ça, pardon ? À quoi ressemble vos trains couchettes ? Alors, pour relancer rapidement des nouvelles lignes, on fait avec le matériel dont on dispose. Et là, on a nos voitures Corail. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un financement de l'État important dans le cadre de France Relance. Et les vieilles voitures Corail, alors je ne sais pas si certains ont des souvenirs, ce sont toujours elles, mais elles ont subi une rénovation de fond en comble. On a vraiment des très beaux visuels, des très belles couchettes. Elles sont insonorisées. On a le Wi-Fi et donc progressivement, ce nouveau matériel, il est déjà sur la ligne Paris-Briançon et il va être déployé sur quasiment toutes nos lignes à quasiment 100% d'ici mi-2023. Voilà. On a des petits points d'eau dans ces trains. Après, ça reste des trains qui sont aussi à petit prix. Les premiers prix, c'est 19 €. Et on a des douches à Paris-Austerlitz quand on veut arriver le matin. Voilà, c'est toujours bien de prendre une douche pour démarrer fraîchement sa journée. Voilà. Voilà en termes de service. Et puis, ce qui est décidé aujourd'hui en termes d'avenir, c'est un Paris-Aurillac, toujours dans le cadre du contrat de service public avec l'État. Donc ça, on y travaille pour fin 2023. Et on a le projet, toujours avec nos partenaires européens, de faire naître un Paris-Berlin pour fin 2023. La volonté est là. On a encore quelques sujets de modèle économique, mais enfin, c'est l'aventure dans laquelle on se lance. Voilà. Merci beaucoup. Adrien Aumont, donc cofondateur de Midnight Trains. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter cette aventure Midnight Trains, nous présenter et aussi voilà, vos ambitions pour l'année qui arrive? Bonjour à tous. Alors moi je suis en effet tout nouveau dans le ferroviaire, dans le monde ferroviaire. C'est pas une passion d'enfance. J'aime le train comme nous tous, mais j'ai pas rêvé depuis tout petit de devenir cheminot ou de travailler dans le ferroviaire. Ça m'est un peu tombé dessus.
il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et le point de départ, c'est une histoire personnelle en fait, puisque ma copine a décidé du jour au lendemain de ne plus jamais monter dans un avion. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était presque impossible de voyager en Europe si on ne prenait pas l'avion. Donc ça a été le déclencheur. Je me suis rendu compte que l'Europe, en partant de Paris, se réduisait à Bruxelles, Londres, Amsterdam. Pour les plus téméraires, ceux qui acceptent de voyager plus de 7 heures de jour, Milan, Barcelone, et qu'on ne pouvait pas en rester là. Et donc, je me suis rappelé que le train de nuit était un moyen de transport vieux de plus d'un siècle, qui avait un imaginaire extrêmement fort, grâce à ses débuts, grâce aux trains de nuit de Nagelmakers, de Pullman, de l'Orient Express, de ces trains qui étaient des trains de luxe, s'adressant qu'à 0,1% de la population, mais qui ont nourri l'imaginaire de la littérature, du cinéma, dont vous parliez tout à l'heure. Et cette image, on l'a tous dans un coin de notre tête. Néanmoins, de décennie en décennie, de la fin du 19e, début du 20e, jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, on a dégradé l'expérience et la vie à bord de ces trains de nuit, jusqu'à arrêter d'une certaine manière, même si en effet quelques lignes ont été maintenues, des lignes importantes pour l'équilibre du territoire, finalement pour arriver à un produit dégueulasse. Et un produit dégueulasse qui ne peut pas concurrencer l'aviation. Parce qu'on a beau dire que l'aviation était émettrice de beaucoup trop de carbone, on a beau dire que l'expérience utilisateur de l'aviation commerciale aujourd'hui est monstrueuse, parce que bourré de friction, un vol d'1 heure et demie vous en prend 5 en plein jour. Je pourrais presque dire qu'heureusement que c'est pas cher en fait, tellement c'est de la merde. Et bien si on veut concurrencer ce moyen de transport qui est de pire en pire, on ne peut pas le concurrencer avec le train de nuit tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ça c'est le point de départ en fait pour nous entrepreneurs, c'est de se dire on va prendre ce moyen de transport, on va le réinventer, on va le réenchanter pour en faire un moyen de transport qui puisse être une alternative de poids face à l'aviation, et pour que pas simplement les aficionados de train de nuit ou les gens qui ont une très grande conscience environnementale montent à bord de ces trains, mais qu'on ait tous envie de monter à bord de ces trains, et je dirais même pas pour une raison environnementale, simplement parce que le produit est exceptionnel et que donc il y a une désirabilité très forte du produit, de la marque, de celle que nous sommes en train de créer, qui fait qu'on monte à bord de ce train. Et quand on descend de ce train de nuit, on se dit « Ah mais en fait, j'ai eu un impact sur la planète 24 à 30 fois moins important que si j'avais pris l'avion. Ah mais en fait c'est bien ce que je viens de faire et donc j'ai envie de remonter dans ce train. » Donc c'est la réinvention de ce moyen de transport et ça passe, je suis un peu long et je finis là, sur un point qui est central dans notre proposition, qui est de recréer de l'intimité à bord de ces trains. Recréer de l'intimité à bord des trains de nuit en 2022, c'est de ne proposer uniquement des chambres privatives, des couchages privatifs. C'est fini de dormir avec des inconnus. On n'accepte pas de dormir à 4 ou à 6 pendant 12 heures en fait. Encore plus quand on sort du Covid. Ça ne marche pas. Donc il n'y a que des couchages privatifs avec des literies de qualité, parce qu'encore une fois, vous confiez votre sommeil à une compagnie de train de nuit, et donc c'est le moment le plus intime de votre journée, et donc il faut soigner ce moment-là. Donc couchage privatif, literie de qualité, bonne insonorisation, et puis on passe 12 heures dans ce train, on va soigner 8 heures de sommeil, mais on va vous donner aussi un espace commun, parce que ça nous semble très très important. C'est compliqué à faire dans le ferroviaire, mais d'avoir une voiture commune dans laquelle on remet un restaurant, on remet un bar, on met un lieu où on peut se dégourdir, un lieu où on peut rencontrer des gens, où on peut vivre un moment unique et considérer que le train de nuit est un lieu de vie. On le définit comme un hôtel sur rail, mais c'est pour que ça soit facile à comprendre. Mais c'est un lieu de vie et qui va nous permettre tous de reconsidérer le transport comme une expérience et non pas comme une commodité. C'est une autre idée du train que vous proposez. Et Thibaut Constant, des trains de nuit, vous en avez pris énormément. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter déjà vos voyages au clair de lune que vous partagez d'ailleurs dans votre livre, et aussi si vous avez un top 3 des trains de nuit européens?
Ouais, donc comme vous l'avez dit, mon premier voyage en train de nuit, c'était quand j'avais 2 semaines, donc le Paris-Perpignan. Et ensuite, j'ai passé, donc ma passion des trains de nuit est venue comme ça. Mon papa était cheminot, avec mon frère, on prenait à chaque vacances scolaires, on allait à Nice en train de nuit, donc avec le train bleu, le Paris-Austerlitz-Nice. Et en fait, comme ça, inconsciemment, on a créé une passion pour les trains de nuit. Et quand j'ai vu dans les années 2010 que l'offre des trains de nuit ça baissait considérablement, ça m'a un peu déçu, etc. Et c'est un moyen de transport que j'affectionne particulièrement parce que, comme l'a dit Peter, c'est une des meilleures façons de voyager économiquement, écologiquement et de faire des longs trajets en un clin d'œil. Quand on fait Paris-Milan en TGV, même si c'est 5-6 heures, ça reste quand même long. On passe quand même notre journée principalement dans le train. Et donc, ouais, j'ai comparé quasiment tous les offres de train de nuit en Europe. La meilleure, selon moi, la plus mémorable, c'est en Italie, entre Rome ou Milan et la Sicile. Là, c'est le dernier train de nuit en Europe où on est monté sur un ferry. Donc on se réveille au petit matin dans le détroit de Messine. Et après, on a 2-3 heures le long de la côte sicilienne et c'est juste magnifique. Ensuite, en Finlande, il y a des beaux trains de nuit aussi qui permettent de monter au cercle polaire. Donc avec du matériel qui est complètement neuf, avec voiture-lit privative. Donc comme l'avait dit Peter et Adrien, c'est très important d'avoir des cabines privatives maintenant, avec des douches. Et vraiment, on se réveille en plein milieu de la forêt en Finlande et c'est juste incroyable. Un train que j'affectionne particulièrement aussi, c'est le Snälltåget entre Berlin et Stockholm, en Berlin, Hambourg, Stockholm. C'est un train où on se réveille le matin dans les îles danoises et c'est juste incroyable. Et après, on passe à travers les forêts de Suède et on peut se réveiller, aller à la voiture-restaurant pour prendre un petit déjeuner. Et comme l'a bien dit Adrien, les voitures-restaurants, les voitures-bars sont très très importantes comme lieu de vie dans un train. Est-ce que vous auriez une anecdote aussi en particulier, un souvenir dans un train de nuit ou une rencontre Alors il y a un jour, c'était en 2015, c'était dans le train de nuit Paris-Nice. À l'époque, j'avais 18 ans et je cherchais un stage à l'étranger. Et j'ai réussi à trouver un stage à l'étranger dans mon compartiment. Le monsieur en dessous de moi parlait anglais. J'ai vu qu'il travaillait pour une boîte à Los Angeles. Et je lui ai demandé, est-ce que vous ne cherchez pas des stagiaires? Et on a parlé et j'ai réussi à trouver mon stage grâce au train de nuit. Et c'était super. Franchement, c'était cool. Même au niveau des paysages, qu'est-ce qui change entre le train de nuit, le train de jour? Le train de nuit, en fait, c'est qu'en un clin d'œil, le paysage change complètement. Je vais prendre l'exemple du Caledonian Sleeper en Angleterre, où on est dans Londres, et on se réveille le matin, on est en Écosse. Le paysage a complètement changé. Pareil, l'exemple du Rome Syracuse en Sicile, on se réveille le matin, on est sur un bateau au milieu de la mer, alors que la veille, on était à Roma Termini, au milieu de la ville. Et pour ça, les trains de nuit, c'est juste génial parce que dans les trains de jour, on voit la différence, on voit les paysages changer. Le train de nuit, on ne le voit pas du tout. Et on se réveille comme ça. L'exemple du Snälltåget, je l'avais pris entre Hambourg et Stockholm. Quand on se réveille au petit matin, on est sur les ponts qui traversent les îles danoises. On se réveille littéralement au-dessus de la mer. C'est juste incroyable de se dire que la veille, on s'endormait à Hambourg. Et là, on se réveille dans un autre pays avec juste la mer comme toile de décor. C'est juste incroyable. Merci en tout cas de partager aussi avec nous votre expérience. Finalement, l'un des avantages du train de nuit, c'est qu'on peut profiter à fond de sa journée. Quels sont, et là je vous pose la question à tous les quatre, quels sont les autres avantages du train de nuit? L'empreinte carbone, qui est une des plus faibles au niveau des moyens de transport. Et le train de nuit, c'est pour moi l'un des seuls moyens de transport où on peut faire de très longues distances sans voir le temps passer. Le TGV, c'est bien, mais rester 5 heures dans un TGV, on passe quand même toute sa journée. Un exemple, Paris-Barcelone. Si on veut aller à Barcelone, on est obligé de partir le matin à 10h de Paris et on arrive à 16h. La journée, elle est fichue. Alors qu'avant, jusqu'en 2013, on pouvait prendre le train de nuit, partir à 20h de Paris-Austerlitz et arriver à 9h à Barcelone-à-Sants. Et on pouvait faire tout le week-end et revenir. Lundi matin, on était à Paris et tout allait bien. Maintenant, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on inscrit le train de nuit dans la famille, dans la logique du slow travel. Moi, je ne considère pas que c'est du slow travel. Je considère que c'est une téléportation. Je considère qu'on ferme les yeux à Paris
et que, comme tu le dis très bien, on se réveille avec un tout autre paysage à l'autre bout de l'Europe. Et ça, c'est un côté magique en fait, parce que l'avion, c'est 1h30, mais c'est 5 heures, avec bourré de friction. Donc ça, c'est une vie pas très agréable. La grande vitesse transfrontalière comme Barcelone ou Milan, en effet, 7 heures, on perd moins son temps qu'en avion, parce qu'on a 7 heures à bord d'un train qui est quand même une situation bien plus agréable et dans laquelle on peut travailler, lire, en tout cas on peut avoir un temps productif. Et le train de nuit, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est-à-dire que vous partez en effet à 20h, vous arrivez à 8h du matin, vous avez pris sur votre temps de sommeil. Si ce temps de sommeil est de qualité, bah vous avez tout gagné. Et j'aime bien me projeter à 10 ans en imaginant cet homme d'affaires américain qui était avec toi dans ce train, qui vient visiter ses filiales en Europe, qui a assez peu de temps finalement, et qui va partir de Paris, voyager de nuit, se réveiller à Barcelone, ouvrir les yeux, faire une journée de travail, reprendre un train de nuit, arriver à Rome, ouvrir les yeux, une journée de travail, repartir à Berlin, se faire toutes les filiales en travaillant tous les jours, si monsieur veut être extrêmement productif, et repartir aux États-Unis. Il a gagné du temps, il a gagné de l'argent. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est qu'il faut arrêter de dire que le train de nuit, c'est pas cher. Parce qu'il va falloir se poser la question de qui paye. Parce que le train de nuit, et ça, il faut que tout le monde prenne conscience de ça, c'est le moyen de transport qui coûte le plus cher à produire sur de la longue distance. Le moins cher à produire, c'est l'aviation. Mais parce qu'ils sont aidés sur tous les sujets, sur le kérosène, on les paye pour atterrir dans des villes, enfin, on ne peut pas aider plus une industrie que celle de l'aviation commerciale. Le deuxième moyen de transport, le moins cher, c'est le train à grande vitesse. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a de la fréquence. Vous allez vendre 5 fois le siège, 4 fois le siège, 3 fois le siège, en fonction de la fréquence, 2 fois le siège sur un Paris-Barcelone. Et la nuit, le train de nuit, vous vendez une seule fois votre siège, vous voyagez de nuit, donc vous avez sur le coût du personnel évidemment des coûts supplémentaires que sur des voyages de jour. Donc à la fin, on ne peut pas le vendre moins cher qu'un vol d'avion, et on ne peut pas le vendre moins cher qu'un voyage de jour. C'est mathématique. Sinon, ou on fait faillite, ou on demande aux contribuables de payer. Donc il faut accepter que ce soit un peu plus cher. Mais, pour finir sur le prix, on ne peut pas comparer le train de nuit simplement face au prix d'un voyage en avion, d'un billet d'avion. On doit le comparer face au coût d'un voyage en avion. Un voyage en avion, ça va être le transport en commun ou le taxi, pour certains, du départ de la ville à l'aéroport et de l'aéroport à la ville de destination. Bon, pour une seule personne, ça va vous coûter entre 20 balles et 100 balles, donc le prix d'un billet d'avion. Et ou vous prenez le EasyJet ou une autre marque à 6h du matin et vous vous levez à 2h ou 3h et vous bousillez votre nuit de sommeil et votre santé. Ou alors non, vous êtes obligé de prendre votre billet d'avion à 18h pour arriver à votre rendez-vous le lendemain matin et donc vous prenez une nuit d'hôtel. Une nuit d'hôtel, je vous mets au challenge de trouver un Ibis à moins de 130 balles, 140 balles aujourd'hui. Et les prix augmentent. Donc tant mieux, l'aérien prend 30% en ce moment. L'hôtellerie est en train d'augmenter. Donc si c'est ça ce que vous mentalisez comme prix, bah bientôt le train de nuit en effet sera compétitif. Mais à la base, c'est plus cher. Donc il faut arrêter de vendre ce moyen de transport comme un moyen de transport pas cher. Il faut raconter une autre histoire. Il faut raconter une histoire qui est simplement, je finis là-dessus, si vous avez déjà voyagé avec EasyJet, vous avez les moyens de voyager avec Midnight. En fait, juste pour compléter, il y a deux modèles économiques aujourd'hui pour le train de nuit, deux façons de l'exploiter. Il y a le train de nuit domestique qu'on opère aujourd'hui en France dans le cadre d'un contrat de service public avec l'État. Donc oui, c'est un service public, mais tout comme aujourd'hui une région TER, voilà, elle a un contrat pour qu'on opère les TER, il y a un contrat pour qu'on opère les Transiliens. On a un contrat avec l'État pour qu'on opère ces trains d'équilibre du territoire, et qui sont des trains, et nous, en fait, on tient à ça, c'est que du coup, ils puissent rester des trains populaires et accessibles. C'est ça aussi qui est important. Juste pour compléter, parce que vous parlez des offres professionnelles, je pense que c'est important aussi, et nous, pareil, on n'est pas... je ne suis pas très enthousiaste avec cette idée de slow travel, parce que ça tire aussi quelque chose du côté du voyage, du train pour les vacances. Or, ce qu'on espère aussi développer, c'est une offre professionnelle. On a aujourd'hui quelques pourcents de nos clients qui sont professionnels, et on a une origine-destination, enfin des trains aujourd'hui, on a des trains de nuit aujourd'hui entre Paris
et Toulouse, avec une première classe, encore une fois, insonorisée, des belles couchettes. Voilà, alors c'est pas un train de luxe, mais c'est un beau train, en tout cas un meilleur service avec du Wi-Fi. On a des douches à Paris-Austerlitz. Je vous invite vraiment à essayer le service en première, elles sont magnifiques. Et on aura des douches bientôt à Toulouse-Matabio. Voilà. Et donc, on peut vouloir développer, d'ici quelques mois, une offre pour les professionnels. Alors, oui, c'est peut-être pas le train encore de rêve qu'on voudrait tous d'ici quelques années en Europe, mais voilà ce qu'on arrive à faire encore déjà aujourd'hui avec les trains de nuit en France. Donc ça, c'est le premier modèle, le modèle service public, où on veut un train qui reste accessible. Et puis évidemment, après, il y a le modèle où un opérateur doit lui-même trouver sa propre rentabilité. Et là, comme vous le dites, c'est quand même assez complexe parce que c'est des trains qui sont chers à produire. Oui. Et ce qui est bien sûr aussi un grand avantage, c'est que le train départ vraiment dans le centre-ville et ils arrivent aussi au centre-ville. Comme cela, vous pouvez apporter votre valise au boulot parfois, passer dans un restaurant le soir et 5 minutes après le dessert, votre voyage commence. Et il ne faut pas prendre un taxi ou un bus qui est cher, encore 20 minutes quelque part en dehors de ville. Et le jour prochain, vous pouvez faire votre petit déjeuner sur une place italienne juste à la gare. Donc, Et Adrien l'a très bien dit, mais c'est vrai que dans la stratégie commerciale, par exemple de SNCF, on ne met pas forcément en avant ça. On part du centre-ville, on n'a pas de nuit d'hôtel à payer, on n'a pas de transport en commun à payer. Dans l'imaginaire collectif des gens, le train de nuit, c'est vieux et c'est pas intéressant. Tandis que si on appuie sur ces arguments-là, plus l'écologie, je pense qu'on peut attirer beaucoup plus de personnes vers le train de nuit. Pour l'offre professionnelle, là, c'est quand même différent parce que je ne suis pas sûr que tous les hommes d'affaires veuillent prendre une couchette avec 4 personnes, 3 autres personnes. Niveau des voitures-lits. Et c'est là que je complète. Il y a une option. Alors, effectivement, ce que tu mets en avant, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant dans nos campagnes parce qu'on fait des campagnes sur les trains de nuit. Et on a la possibilité aujourd'hui, quand vous réservez votre train de nuit sur SNCF Connect, vous pouvez cliquer pour privatiser le compartiment. Alors un compartiment de première avec 4 couchettes ou de seconde avec 6 couchettes, c'est possible de privatiser. Évidemment, ça a un coût, mais vous pouvez le privatiser. C'est quoi le prix du coup Quel est le prix pour privatiser? Alors du coup, en fonction des saisons, ça peut augmenter de 60-70 euros. Donc oui, ça a un coût parce que par définition, la couchette, elle ne sera pas vendue à quelqu'un d'autre. Mais on peut déjà privatiser. On a des compartiments d'âme seule aussi. Voilà. Et enfin, avant de passer à vos questions, moi je voulais vous demander comment vous imaginez aujourd'hui l'avenir du train de nuit, que ce soit en France, mais également en Europe, où l'offre est d'ailleurs très différente. Enfin, les Autrichiens, là, ils vont bientôt lancer le nouveau Nightjet. Peut-être Thibaut Constant, vous pourriez nous en parler aussi. Voilà. En tout cas, la demande est là. Je pense que les gens sont prêts à prendre le train de nuit. Bon, il y a encore énormément de boulot à faire. Là, on a un gros problème, c'est au niveau du matériel roulant. Absolument toutes les compagnies veulent relancer des trains de nuit, sauf qu'il y a 5-10 ans, toutes les compagnies ferroviaires, la Deutsche Bahn, la Renfe, la SNCF, a mis tout à la poubelle. On avait des centaines de voitures-lits en France qu'on n'a plus aujourd'hui. Pareil pour la Renfe, la Deutsche Bahn. Et là, on a un gros problème, c'est que tout le monde veut refaire du train de nuit, mais on n'a aucun matériel. Et par contre, j'y crois vraiment, dans 5-6 ans, il y aura la carte des trains de nuit en Europe aura bien changé. Après, il y a énormément de difficultés. Je pense qu'au niveau de l'infrastructure, etc., mais la demande est là et je pense que ça va venir quand même. Les gens en ont envie, c'est sûr. Pour compléter ce que tu viens de dire et que vous puissiez, comme c'est en fait le train, mais c'est bien aussi d'ouvrir le moteur et d'expliquer comment ça marche. Le train de nuit, en fait, c'est une somme de voitures derrière une locomotive. On appelle ça des voitures tractées. Donc comme les voitures Corail, ça a eu d'autres noms en Belgique, ça a eu d'autres noms en Italie, mais c'est à peu près cette même typologie de voiture tractée par une locomotive. Et c'est très différent des trains qu'on a l'habitude de prendre depuis 20 ans, qui sont des automotrices. Pour les trains à très grande vitesse, les TGV, certains intercités, certains trains régionaux, les TER, et où finalement le moteur est réparti sur toute la rame. Et donc quand vous avez une rame à grande vitesse avec un moteur réparti sur toute la rame, c'est extrêmement compliqué de l'homologuer
pour qu'ils puissent passer les frontières. Parce que le système de signalisation est différent d'un pays à l'autre, parce que le système d'énergie est différent d'un pays à l'autre. Donc en gros, il n'y a pas d'Europe du ferroviaire. Ça n'existe pas. Et donc pour échapper à cette logique-là, nous prenons des voitures tractées par des locomotives et en attendant une locomotive universelle, nous changeons de locomotive à chaque point frontière. Mais nos voitures, elles, peuvent passer d'un pays à l'autre. Je vous raconte ça pour vous dire que ça fait 20 ans, comme on a arrêté le train de nuit, on a arrêté de produire ces voitures. Donc tous les constructeurs que vous connaissez Alstom, vous connaissez Siemens, vous connaissez peut-être Talgo, Bombardier chez Alstom maintenant, n'ont fait que des automoteurs. Donc plus personne n'a d'unité de production pour fabriquer les trains de nuit dont on a besoin aujourd'hui. Et quand vous êtes la SNCF et qu'en plus de ça vous voulez acheter français, parce que c'est de l'argent du contribuable, il faut qu'Alstom s'y remette. Et donc ça ça fout le bordel en fait. Et Siemens, eux, sont en train d'armer ÖBB, les Autrichiens. Ils ont sorti une nouvelle gamme de trains de nuit avec une nouvelle unité de production et on fait un choix industriel bizarre, puisqu'on n'est pas sur une vraie logique de voiture tractée. On a une voiture de tête, et donc des homologations compliquées aussi sur ce matériel-là. Donc vous allez pâtir parce que vous allez vous retrouver avec des anciennes voitures ÖBB sur le Paris-Vienne, mais certainement sur le Paris-Berlin, alors qu'ils auraient pu faire un choix peut-être un peu plus old school, mais qui aurait permis de grandir et de scaler plus vite, de croître plus vite. Donc un gros merdier sur la voiture. Un bon merdier sur la locomotive, puisque très peu de locomotives interopérables. Une chez Siemens, une chez Bombardier. On les attend comme le Messie avec des autorisations de circulation dans tous les pays pour pouvoir ne pas s'arrêter à la frontière. Et ça fait une bonne transition pour un autre merdier, c'est l'arrêt à la frontière. Il n'y a pas d'Europe du ferroviaire, mais il n'y a pas de Schengen non plus du ferroviaire. Donc, vous allez avoir des descentes de police aux frontières à 2h du matin, parce qu'ils ne veulent pas monter dans le train au moment où il commence, et ils veulent l'arrêter au moment où ça les arrange, pas loin de leur petite base. Et donc, ils vous font payer, à nous, exploitants, l'arrêt et la vérification des passagers. Donc, un problème sur les voitures, un problème sur les locomotives, un problème avec Schengen et la police aux frontières. Ça fait beaucoup de choses à régler si on veut que le train de nuit devienne un gros compétiteur de poids face à l'aérien qui, lui, est dans les airs, a assez peu de difficultés. Ouais. Et donc, pour finir là-dessus, je ne vais pas faire le récit sur le merdier de l'infrastructure, des travaux de nuit. Je vous le laisse, celui-là. Mais ma conclusion, et je vous la donnerai certainement aussi, et vous la prendrez certainement, c'est que on est tous ici motivés avec une dalle monstrueuse pour vous remettre ces trains en circulation. Et je vous le dis parce que vous êtes tous autant que nous des citoyens. Le sujet, il est politique. Et le sujet, il est politique sur Schengen. Il est politique sur l'infrastructure. On a une infrastructure qui doit être mieux financée, plus financée. Et le sujet, il est politique, voilà. Donc j'en reviens à ce sujet-là pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'on puisse nous travailler correctement et que vous puissiez vous voyager correctement. Ouais. Il y a, juste pour compléter ce que tu dis sur, je cite le merdier, mais je pense qu'on peut lire en tout cas pour exploiter aujourd'hui du train de nuit domestique et international. Oui, c'est un train qui est extrêmement complexe à produire du point de vue de l'infrastructure. Le dialogue qu'on a avec SNCF Réseau pour essayer de trouver les bons sillons, et puis un bon sillon, c'est un train de nuit, on ne le fait pas partir à 18h30 et on ne le fait pas arriver après 10h non plus. Voilà, il y a une pertinence commerciale aussi. Et ça, donc, il faut que ces trains trouvent leur place dans les sillons. Il y a les travaux aussi, il y a beaucoup de travaux qui sont faits la nuit. Et il y a surtout, quand on parle Europe, des calendriers, des process, des façons de travailler entre les différents réseaux des différents pays qui sont pas du tout les mêmes. Donc ça complexifie le sujet encore plus pour les trains de nuit européens. On tente de se parler quand même. En tout cas, on arrive à faire circuler déjà un Paris-Vienne. Mais en tout cas, ce sont des trains difficiles à produire. Et c'est vrai que quand on parle de financement nécessaire aussi dans le réseau pour développer le ferroviaire en général, ça profitera aussi aux trains de nuit. Donc, comme tu dis, le sujet, il est politique. Mais après, en tant qu'opérateur, aujourd'hui, dans le cadre d'un contrat de service public, l'État a quand même mis 100 millions d'euros pour rénover les voitures Corail. Alors, on peut se dire, oui, ils auraient pu déjà commander du nouveau matériel. C'est une expression, une envie de l'État qui a été mise dans un rapport remis au Parlement l'année dernière.
il n'y a pas de décision prise, mais en tout cas, il y avait l'expression de cette volonté-là d'acquérir du nouveau matériel pour les trains de nuit en France. Alors, espérons que ça porte ses fruits. Mais déjà, il y a déjà 100 millions qui ont été mis dans la rénovation du matériel Corail, dans les installations de maintenance. Moi, je sens quand même un début de volonté politique, c'est important de le dire. Voilà. Ce n'était pas le cas quand même il y a 3-4 ans encore. Mais il faut continuer. Vous avez plus accès à eux, donc vous avez une meilleure connaissance du sujet que moi. Et ce que nous expectons, qu'il y aura aussi une vision claire de l'Union européenne, parce qu'il y a une vision sur les autoroutes, sur le maritime, sur le rail TGV, je dis. Mais pour les trains de nuit qui passent par des lignes normaux, ils ne savent pas le faire. Et il n'y a pas de vision. Donc, il y a un nœud maintenant ici à Paris, il y a un nœud à Vienne, mais il n'y a pas de concertation, en fait, pour être capable de voyager nord au sud. Et c'était le cas avant les années 2000. C'était facile avec les Trans-Europe Express de passer de Stockholm à Ostende et partout. Et en fait, ça, c'est ce que nous demandons aussi aux politiciens, d'avoir ce mindshift. Et en France, vous avez eu la chance avec Jean Castex, qui était bien pro le train de nuit. Mais si les politiciens ne suivent pas, et c'est surtout sur le niveau européen qui militent plutôt pour les trains à grande vitesse, qui ont leur mérite et nécessité aussi. Mais eux, pour eux, c'est vraiment pas un sujet pour en parler, en fait. Justement, à propos de ce sujet des trains de nuit, est-ce que parmi vous, voilà, vous auriez des questions Bonjour, John Worth. Allô, John Worth, fondateur d'une campagne qui s'appelle Trains for Europe, qui s'adresse à ces problèmes de manque de trains de nuit. J'ai une question à vous deux. Quand est-ce que SNCF va commander des nouveaux trains de nuit et quand est-ce que Midnight Trains aura des trains de nuit et veut commencer de les offrir? Ouais. Alors merci pour cette question. C'est pour les gens qui nous suivent, c'est la question que les gens se posent énormément. En gros, pour vous donner le schéma, on a trouvé notre constructeur. C'est pas un constructeur français, mais on a trouvé notre constructeur qui a une unité de production pour faire des voitures tractées qui n'a jamais arrêté depuis plus d'un siècle. C'est important, il y a un savoir-faire très fort chez ce constructeur. On a trouvé le financement. On finance nos trains avec ce qu'on appelle une ROSCO, une Rolling Stock Company. C'est un leaser. Comme vous achetez une voiture en leasing, certains achètent des avions en leasing, on peut acheter des trains en leasing. Donc c'est une entreprise financée par une banque qui achète du matériel roulant, des trains, et qui le loue par la suite à un opérateur. Donc très honnêtement, on a franchi les deux grosses barrières sur lesquelles il n'y avait pas de précédent pour un opérateur privé. On a d'autres barrières. Maintenant, on doit financer notre entreprise. On a fait un premier tour de table il y a 1 an et demi. On est en train de faire le deuxième tour de table. Et ce tour de table, ce financement va valider le leasing, valider la construction des trains et lancer la production et ensuite les tests et les homologations de ces voitures. Quand on est une jeune compagnie comme la nôtre, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de track record, rien n'est balisé. Personne, aucun start-upper de 30 baleines a acheté de matériel roulant à un constructeur. Donc il fallait réussir à obtenir ce constructeur. Il fallait trouver un seul train. Il vous en faut 2 pour faire une origine-destination. Donc c'est 35 millions, donc il nous faut 70 millions juste pour un seul train. Donc il fallait qu'on trouve ces 70 premiers millions. C'est fait. Ça, il n'y avait pas de précédent. Maintenant, il faut faire une levée de fonds pour une entreprise ferroviaire privée de train de nuit. Troisième barrière à passer, sans précédent. On y est presque. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on attaquera des sujets qui sont difficiles, mais sur lesquels il y a des précédents, c'est-à-dire construire un train, l'homologuer, remplir son train, opérer et gérer des aléas. La vie sera plus facile une fois qu'on aura passé ces prochaines barrières. Il ne nous en reste plus qu'une.
Côté SNCF, aujourd'hui, on opère dans le cadre d'un contrat de service public. Et dans ces contrats de service public, c'est la même chose pour Transilien ou pour TER. C'est pas l'exploitant, c'est pas SNCF qui achète les matériels, mais c'est bien l'autorité organisatrice. Puisque cette autorité organisatrice, après, elle possédera le matériel et elle pourra le mettre à disposition d'un opérateur, SNCF ou d'un autre, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais dans les modèles de service public, on va être soumis à la concurrence. Donc dans quelques années, 2028, l'État dit « je mettrai SNCF en concurrence pour l'exploitation de ces trains ». Et s'il suit ce qu'il a dit, il faudra qu'il mette à disposition de l'opérateur, SNCF ou un concurrent qui remporterait le marché, du nouveau matériel. Et c'est dans ce cadre-là que l'État a dit dans ce rapport, je souhaite acquérir du nouveau matériel. Ce n'est pas encore une décision prise au sens où elle n'est pas, à ma connaissance, financée. Mais voilà. Et après, SNCF, par le biais de son ingénierie, pourrait contribuer ou aider l'État à acquérir le nouveau matériel. Mais en aucun cas, c'est SNCF qui financera du nouveau matériel pour ses contrats de service public. Donc c'est long. Ah. Non, ce ne sera pas SNCF qui achètera des trains de nuit. En revanche, nous, on se positionne pour les exploiter. Voilà. Et on les exploite déjà aujourd'hui. Mais ÖBB l'a déjà fait. Oui. Alors, Et nous ne nous positionnons pas pour exploiter ce matériel. Nous. Oui, mais comme vous le disiez, ce matériel n'appartiendra pas à la SNCF et donc pourra être mis entre les mains d'un autre exploitant que la SNCF. Et je précise juste que nous ne sommes pas intéressés par ce matériel. Pour une raison très simple, c'est que nous considérons qu'il faut réinventer le train de nuit, et donc il faut réinventer le produit, et donc il faut réinventer le train, et donc il faut le construire soi-même. Et on a une deuxième question. Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce qui est prévu pour transporter un vélo ou des vélos sur le train de nuit. Je souris aussi parce que, en tant que directrice générale des Intercités, ça doit être un sujet que vous gérez par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, si on veut faire downtown to downtown, le fait d'avoir son vélo, ça a aussi un intérêt. Et j'aimerais savoir ce qui est prévu dans des normes. Le train, de manière générale, de jour comme de nuit, n'est pas encore assez l'ami des vélos. Et c'est vrai que nos trains, ils ont été construits, mais même les trains récents, à des époques où je pense qu'on n'a pas encore assez développé les places vélos dans les trains. Là-dessus, Joker, on doit pouvoir transporter des trains de nuit dans des vélos dans les trains de nuit. Juste derrière vous, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier qui doit avoir la réponse à Olivier, combien de vélos peut-on transporter dans nos trains de nuit précisément? Donc entre 2 et 6 pour le moment et 6 à terme pour tous les trains. 6 étant la norme européenne qui nous oblige quand on construit un nouveau train. Donc on doit en mettre 6. Donc si vous êtes exploitant et que vous construisez un train, vous pouvez décider d'être mieux 10 ans. Et sur des vieux trains, il n'y a pas de norme, il n'y a pas d'obligation, parce qu'on est sur la loi ou la règle du grand-père. C'est-à-dire les homologations pour les nouveaux matériels roulants ne sont pas effectives sur les anciens matériels roulants. Oui, des vrais vélos accrochés sur des racks. Vous en aurez 6 par train, c'est ça Olivier? Non, mais il y a combien de passagers au total pour savoir quel pourcentage de 6 on va avoir à peu près 600 chez vous, 350 chez nous. Alors, on a une troisième question. Bonjour, Mathis Schneider. Merci pour cette présentation. On est nombreux et nombreux ici, évidemment, à vouloir plus de trains de nuit plus vite. En fait, en tant que société civile, ou en tout cas à l'extérieur, quand on n'est pas opérateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour qu'il y ait le plus de trains de nuit, le plus vite possible, avec le plus de monde dedans? Acheter des billets de train de nuit chez SNCF, remplissez leurs trains. Inscrivez-vous le plus nombreux possible à notre newsletter sur nos réseaux sociaux pour Midnight. Dès qu'on vous fera des propositions pour acheter nos billets, soyez nombreux à les acheter. La réponse, je pense qu'elle est pareille pour nous tous, c'est monter dans nos trains. Si nos trains sont remplis, ça sera facile d'en rajouter des nouveaux. Il y a aussi pas mal d'associations comme Back on Track et Oui au train de nuit en France. Donc en aidant ces associations-là, vous aidez à la cause du train de nuit, c'est sûr. Alors, on a une quatrième question. Bonjour. Alors j'ai une question plutôt pour Monsieur Auman, Adrien. Par rapport au modèle économique, vous dites que vous ferez donc des trains avec des cabines privatives.
Il y a des coûts donc d'infrastructure, des coûts de sillon, des coûts de maintenance qui sont également faramineux, c'est mon métier, qui sont faramineux dans le ferroviaire et quasiment incompressibles. Avec des cabines privatives, à combien est-ce que vous estimez, en termes de prix moyen d'un billet, à quel prix moyen d'un billet vous arriverez à votre seuil de rentabilité? Et est-ce que ça va être créateur du coup de séparation sociale entre des jeunes galériens, des étudiants et des vieux qui ont plus d'argent? Est-ce que ça va être un produit réservé aux plus aisés? Alors, on ne communique pas sur les prix actuellement précis. Bah oui, mais c'est un sujet qui est complexe puisqu'on sort en 2024. Je ne sais pas encore si on sort début, milieu ou fin 2024. Il y a une inflation monstrueuse. Si je commence à parler prix aujourd'hui, en fait, c'est un piège pour moi. Mais je vais vous donner une zone de compréhension. Moi, je fais la compétition face à l'aviation. Et je suis sur des destinations où, à part Milan, où il y a un train de 7 heures, et Barcelone, où il y a un train de 7 heures, il n'y a pas de possibilité ferroviaire. Il n'y a que des possibilités aériennes. Donc ma concurrence, elle est sur le billet moyen aérien transfrontalier. Je vais prendre EasyJet. Je ne vais pas prendre Ryanair parce qu'on ne va pas prendre un cas complètement abusé. Et je ne vais pas non plus vous prendre du haut de gamme, Air France, Lufthansa, etc. Donc, je prends EasyJet. 95 € pour un aller transfrontalier moyen sur EasyJet. Rajoutez à ça le transport en métro ou en RER pour aller à l'aéroport et de l'aéroport jusqu'à la ville de destination. Et vous avez mon entrée de gamme. Ensuite, j'ai des offres de confort qui sont plus élevées dans mon train. Et donc, si vous ne prenez pas les moyens de transport en commun et que vous prenez un taxi, prenez les 95 € plus un taxi, vous allez trouver une autre gamme dans mon train. Si vous prenez jamais l'avion du matin et que vous prenez l'avion du soir et que vous êtes obligé de prendre une chambre d'hôtel, prenez ces 95 €, rajoutez ou le moyen de transport en commun ou le taxi, plus la nuit d'hôtel à 130, 140, qui va très vite passer à 150 ou 160 chez Ibis, vous avez une nouvelle gamme à bord de mon train. Si vous êtes quelqu'un qui prenait un billet EasyJet la veille pour le lendemain, que vous le payez donc très cher, que vous prenez jamais de taxi ni de transport en commun, que vous prenez un taxi moto et que votre nuit d'hôtel n'est pas dans un Ibis mais dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, le prix est encore différent, mais vous aurez encore une offre pour vous dans mon train. Donc j'essaye d'avoir une gamme qui soit large, qui commence bas, mais bas ça veut dire si vous avez les moyens de voyager avec EasyJet, vous avez les moyens de voyager avec Midnight, et qui va haut pour qu'on ait aussi un espace pour un voyage exceptionnel ou pour des gens qui ont les moyens de voyager, puisque je veux avoir un public le plus large possible. On va prendre une dernière question. Voilà. Pour terminer, une question pour nous faire peut-être rêver un peu plus. À quel moyen terme, notamment la SNCF qui parle d'ouverture de ligne Paris-Berlin, et sur le moyen et long terme, à quelle destination on peut s'attendre au départ de Paris? Pour l'instant, ce qui est certain, on va dire quasi certain, c'est le Paris-Berlin. Et pour la suite, je vous invite vraiment à prendre connaissance du rapport qu'a remis le gouvernement au Parlement en mai, c'était le 21 mai 2021, 20 mai 2021, le jour où on a remis le Paris-Nice. Là, vous avez une carte de France et même une carte d'Europe, avec l'expression de la volonté de la volonté de l'État. Mais là, on ne serait pas dans le cadre des trains d'Adrien, les trains avec un opérateur indépendant. On serait dans le cadre de contrats de service public. Et c'est une carte avec des destinations vers Rome, vers Venise. Voilà. Mais pour l'instant, c'est l'expression d'une volonté politique. Il n'y a pas de financement encore décidé. Et c'est une carte à horizon 2030. Mais en vrai, ça va quand même dans le bon sens, même si à ce stade, les choses qui sont concrètes sont celles dont on parle aujourd'hui. L'objectif étant, moi, ce dont je rêve, c'est à terme, d'ici quelques années, vous n'ayez plus jamais personne que vous croisez en disant tiens, je suis allé à Copenhague cet été, je suis allé en avion, quoi. Pour le mot de la fin. Et donc, non, en ce qui nous concerne sur les destinations, on commence avec un hub parisien. On essaie de faire un hub Paris-Sud avec Paris, Milan, Venise. Paris-Nice, Paris-Barcelone, certainement opéré sur le même train avec un train qui se découpe, une partie qui part à Nice, une partie qui part à Barcelone. Paris-Florence-Rome,
et un Paris-Madrid quand ils auront fait les derniers 100 km qui nous permettent de passer avec du matériel à écartement non ibérique. Donc voilà, un hub Paris-Sud, juste pour encore un peu plus de pédagogie. On parle des plus gros marchés là. On parle de marchés très très importants avec beaucoup de voyageurs. Le nord et l'est sont des destinations à très fort potentiel. Copenhague est un très fort potentiel, mais on n'a pas encore les chiffres prouvant qu'on est capable d'adresser ce marché. Paris-Vienne est un tout petit marché. Pour vous donner un exemple, Nice est 4,5 millions, 5 millions de voyageurs, Barcelone 2,2 millions, Madrid 2,4 millions, Florence-Rome accumulé 2,2 millions, Milan-Venise c'est 4 millions et quelques, Berlin 1,2 million. Voilà. Et on doit... On pourra vous suivre aussi grâce à votre newsletter. Je crois vous donner autant d'informations. Donc merci énormément pour tout cet éclairage et de votre présence aussi pour l'avenir du train de nuit.